Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition. Si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le démarrage d'une saison clé en matière de politique monétaire. Le printemps, c'est maintenant et jusqu'à la fin du mois de juin, notamment pour la Banque Centrale Européenne qui dispose de plus en plus de cartes pour avancer sur le chemin de la baisse des taux. L'inflation du mois de mars en zone euro confirme une nouvelle surprise à la baisse, une inflation qui ressort au global à 2,4% sur un an, soit en dessous des projections même faites par le staff de la Banque Centrale Européenne pour ce premier trimestre. Une raison supplémentaire donc pour la BCE de baisser ses taux sans doute à partir du mois de juin. Quel sera le message et la communication délivrée lors de la prochaine réunion la semaine prochaine, le 11 avril prochain? C'est toute la question, mais on peut estimer que Christine Lagarde et les membres de la BCE auront de plus en plus de latitude pour signaler explicitement l'arrivée de prochaines baisses de taux. Face à cela, l'atterrissage américain semble prendre toujours plus de temps que prévu. On le voit encore avec les données récentes, que ce soit sur le front de l'emploi ou encore l'ISM manufacturier qui a pu marquer les esprits en début de semaine et qui a généré un petit repricing sur les taux d'intérêt et les taux longs notamment qui ont repris 20-25 points de base en quelques jours seulement. Le 10 ans américain a franchi de nouveau le seuil de 4,40% aujourd'hui qu'on avait plus vu depuis le mois de novembre dernier à la faveur de création d'emplois dans le secteur privé qui s'annonce plus fort que prévu. Au mois de mars, on a eu les chiffres du cabinet ADP qui ressortent à 184 000 créations d'emplois, ce qui est le chiffre le plus fort depuis 8 mois maintenant. Et c'est bien la situation américaine qui l'emporte sur les marchés, puisqu'on voit d'ailleurs que les taux longs européens sont aspirés par la hausse des taux longs américains ces derniers jours. Tout cela profite notamment au secteur bancaire, très fort en Europe. C'est le secteur leader de ce début d'année 2024, avec une performance de près de 18% pour le secteur bancaire au sein de l'Eurostoxx. Et on voit encore aujourd'hui les banques françaises qui sont en tête du CAC 40 au terme d'une séance qui s'annonce positive. Vous aurez le résumé complet et les détails des infos clés du jour dans un instant avec Pauline Gratel. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché. Puis dans le dernier quart d'heure, nous nous focaliserons sur les ressorts boursiers du thème de la transition énergétique et environnementale. Et c'est Bassel Chougari, gérant Action Internationale chez Montpensier Finance, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Avant d'accueillir nos invités de Planète Marché, comme chaque soir, tendance, mon ami, en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. La bourse de Paris se stabilise aujourd'hui alors qu'elle clôturait en baisse de 1% hier soir, sa pire séance depuis le mois de janvier. Aujourd'hui, les marchés se concentrent sur les données d'inflation publiées pour la zone euro en estimation rapide ce matin. L'inflation ralentit plus que prévu et ressort à plus 2,4% sur un an en mars et à 2,9% pour l'inflation sous-jacente. Une nouvelle qui conforte le marché dans l'idée que la BCE sera prête à baisser ses taux au mois de juin. D'ailleurs, la prochaine réunion aura lieu la semaine prochaine. La suite de la macro côté américain et avec un nombre, 184 000, c'est le nombre d'emplois créés dans le secteur privé en mars, selon l'enquête ADP, un chiffre supérieur aux attentes après un chiffre révisé à la hausse pour février à 155 000. Toujours aux États-Unis, l'ISM Service pour le mois de mars ressort à 51,4 contre un consensus plus élevé à 52,8. Ces données américaines relancent la hausse des taux longs depuis le début de la semaine avec un 10 ans américain qui a franchi les 4,4% pour la première fois depuis novembre dernier. L'effet se fait sentir également sur les taux européens et soutient le secteur bancaire en bourse. Au-delà des taux, c'est également le segment des matières premières qui poursuit son mouvement de reprise avec un baril de Brent qui tutoie désormais les $90. Le secteur en profite et Total Energy bat un nouveau record aujourd'hui.
Autre événement surveillé par les marchés aujourd'hui, la situation à Taïwan, avec le puissant séisme faisant au moins 9 morts, 50 disparus et 800 blessés. Après ce drame, TSMC et plusieurs usines de semi-conducteurs sont évacuées et mises à l'arrêt pour garantir la sécurité du personnel. Nvidia a aussi évacué certaines de ses usines, tout comme Foxconn, un des principaux sous-traitants d'Apple, qui a fermé plusieurs lignes de production. Aux États-Unis, Intel est en baisse de plus de 6% à l'ouverture de Wall Street, après avoir fait état d'un déficit opérationnel de 7 milliards de dollars pour son activité fonderie en 2023, contre un peu plus de 5 milliards en 2022. Les revenus de l'activité s'élèvent à 19 milliards de dollars, en chute de 30%. Du côté des valeurs moyennes à Paris, Nexity finalise la cession de son activité service aux particuliers à Bridgepoint au prix de 440 millions d'euros pour combler une partie de sa dette qui atteignait presque 800 millions d'euros fin 2023. Le titre Nexity progresse de presque 4% et figure d'ailleurs dans les plus fortes hausses du SBF 120. Depuis le début de l'année, le titre a toutefois perdu 40%. Lacroix, l'équipementier technologique, publie des résultats sous les attentes du marché et plonge de 10% aujourd'hui et de 21% depuis le début d'année. Le groupe fait état d'un EBITDA en recul de plus de 6% à 41 millions d'euros. Demain, les investisseurs prendront connaissance des prix à la production industrielle en zone euro pour le mois de février et des PMI services définitifs pour le mois de mars en zone euro. Côté US, la balance commerciale de février est attendue. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché avec Pauline Gratel en ouverture de Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rosier est à nos côtés, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Laurent Dédier d'être avec nous également. Bonsoir Laurent. Vous êtes directeur général délégué chez Autingre Banque Privée et Eric Venet nous accompagne. Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la gestion de Montbleu Finance. Le printemps, c'est maintenant. C'est une saison qui s'annonce clé en matière de politique monétaire. Laurent, au regard des dernières données européennes et américaines, qu'est-ce qu'on peut dire de la trajectoire ou du chemin que pourrait prendre la Fed et la Banque Centrale Européenne sur l'idée de baisse de taux, qui reste quand même un scénario plus que consensuel? C'est la question à $1 milliard aujourd'hui, qui anime le débat des marchés en avant-plateau et après le plateau. Factuellement, ce qu'on peut dire, c'est que la Fed est engagée dans un message qui est une baisse de taux de probablement 3 baisses cette année. Qu'est-ce qui nous agite depuis, j'ai envie de dire, l'avant-week-end? Parce que vendredi, les marchés n'étaient pas ouverts, mais il y avait des statistiques. C'est qu'on a vu un PCE aux États-Unis qui décélérait, ce qui est une bonne nouvelle. Et quand on regarde l'inflation cœur, c'est-à-dire l'inflation des services, celle qui nous a souciés depuis de nombreux trimestres, elle continue à être dans cette décroissance qui est assez favorable. Donc on a eu un indicateur assez positif. Et puis lundi, on a eu un ISM manufacturier qui était un peu plus fort avec des nouvelles commandes qui accélèrent, une production qui accélère. Et là, le marché a repricé les taux, 10 points de base, puis ainsi de suite. Et donc, j'ai envie de dire, le marché est un peu en train de tester la Fed en se disant, je vais prendre le verre à moitié vide et me dire, et si la Fed ne baissait pas ses taux en juin, et si c'était juillet, voire un peu plus tard. Et donc, on est un petit peu dans ce combat psychologique entre les investisseurs et la Fed. Moi, ce que je note aujourd'hui, c'est quand même qu'on a une décélération du PCE déflateur et qu'on a surtout des chiffres de l'emploi qui sont, même si aujourd'hui ils sont un peu plus forts, sont en général sur toutes les statistiques bien orientés. Et c'est pour moi le principal curseur. Expliquez-moi quand même cette logique de marché, parce que le marché se batte avec les banques centrales ou teste les banques centrales, c'est habituel. Mais le marché jusqu'à présent testait la Fed sur l'ampleur des baisses de taux et la vitesse de baisse de taux. Il y a quelques mois encore, c'était 6-7 baisses de taux pricées par le marché, quand la Fed disait ce sera quelques baisses de taux, 3 au mieux. Depuis décembre dernier, c'était ça le match. Et là maintenant, vous dites le match, c'est un marché qui est en train de dire à la Fed, vous en ferez peut-être pas 3, vous en ferez peut-être que 2, voire une seule. Quand la Fed continue de nous dire, et on a vu quelques banquiers centraux en tout cas, qui continuaient d'affirmer que 3 baisses de taux cette année était quelque chose de raisonnable.
Ils ne sont pas tous sur cette position-là, mais on peut dire que le cœur de la Fed bat à ce rythme-là aujourd'hui. Le match s'est complètement renversé, quoi. Je crois que l'analyse psychologique des marchés est assez intéressante et celle des investisseurs devrait être passionnante. Mais qui pouvait crédiblement penser que la Fed allait baisser ses taux de 6 ou 7 fois ses taux en 2024 avec une économie qui allait avoir une croissance bon an, mal an, de 1,5, c'est ce qu'on estimait en fin d'année. Maintenant, on est à 2,4, 1,9, ça dépend des chiffres et des statistiques. Donc, soit le marché avait raison, il y allait avoir 6 ou 7 baisses de taux en 2024, mais on avait un accident économique, soit le marché avait tort et donc testait la Fed, déjà, pour voir où on allait. Je pense que là où on s'est tous un peu trompés, c'est que l'économie américaine est incroyablement robuste, résiliente, et on voit un cycle des profits qui est en train déjà de réaccélérer, sans qu'on ait, entre guillemets, d'oxygène nouveau de la part de la Banque centrale américaine. C'est peut-être ça qui est aujourd'hui le débat des investisseurs et qui anime, entre guillemets, ces nouvelles craintes. Alors après, techniquement, on peut toujours regarder, casser les 4,25, 4,5,30, ça amène à un upside un petit peu plus élevé. Sur les taux longs, sur le 10 ans américain. Oui, exactement. Et on peut aller voir 4,60 assez vite. Est-ce qu'on va aller les voir? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est juste une déviation un peu forte qui est difficile à accepter à très court terme pour certains. Si j'étais en allocation, ce sera peut-être les questions tout à l'heure, acheter du 10 ans américain à 4,40, c'est génial aujourd'hui. Et utiliser la faiblesse et la volatilité peut-être du mois d'avril pendant ce débat pour remettre des equities, ça peut être aussi intéressant. D'accord. Donc les creux à acheter, que ce soit sur le marché obligataire ou sur le marché action, c'est le logiciel qui vous anime aujourd'hui. C'est mon message. Est-ce que c'est juste une petite déviation par rapport à la trajectoire qu'on pouvait imaginer pour la réserve fédérale américaine, le débat de savoir s'il y en aura 3 ou moins, voire peut-être pas pendant encore quelques temps, j'en sais rien. Ou est-ce que c'est une histoire qui est en train de changer peut-être Alors, en décembre, on commençait avec 4 baisses de taux, Powell plutôt conciliant, on a un peu modifié notre discours, puis certaines voix parlent de maintenant en juillet, septembre, voire on verra, il n'y aura peut-être qu'une baisse de taux là-dessus. Cette année, est-ce que ça a impacté les marchés? Rien. Les marchés actions, non. C'est une histoire de marché de taux. Oui, alors le marché de taux, on est passé, effectivement, on était à 5, on est passé en dessous de 4, on revient à 4,40. Tout ça se fait plutôt calmement. Donc c'est assez surprenant. J'aime pas trop cette période. C'est trop calme. C'est trop calme. Ah bon? Je trouve. Alors on entend de plus en plus de voix, et on en parlera tout à l'heure, mais sur la dette américaine, le niveau de la dette qui devient un enjeu politique majeur à venir, avec ce risque aussi de discours de M. Trump d'une baisse d'impôts, vous avez peut-être vu ce graphique qui nous emmène sur une dette américaine à 150-200% à ce rythme-là dans quelques décennies. Oui. Ça va très très vite. Le CBO, il nous dit, l'organisme bipartite du Congrès indépendant et qui projette justement ces trajectoires de déficit et de dette, la dernière mise à jour, c'est de nous dire 116%, je crois, horizon 2029, si je ne dis pas de bêtises, ce qui serait un nouveau plus haut depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est déjà bien. Enfin, je veux dire, on peut aller à 150, 200 comme au Japon, mais pour l'instant... Et c'est plus un sujet, je dirais, du quotidien un peu journalistique, mais le marché s'en émeut absolument pas. Ça reste extrêmement calme, peu de volatilité. On voit des choses assez bizarres, leur montée, les taux qui remontent. Bref, tout notre logiciel classique, traditionnel de gérant est un peu bouleversé. On est à l'aise avec du 21, 22 fois les bénéfices, avec des taux qui remontent. Bref, on est un petit peu dans une phase qui est assez particulière, et je pense que c'est un peu trop calme, pour être honnête. Et honnêtement, je pense qu'on va avoir de nouveau de la volatilité, peut-être des tensions sur les taux. Et ma crainte, effectivement, c'est ce discours de Powell qui semble plutôt isolé aujourd'hui, remettre en cause la baisse de taux. Alors, en tout cas, que le marché puisse remettre en cause cette baisse de taux, et je ne suis pas sûr qu'il est formaté pour ce scénario-là. D'accord. Et ça peut provoquer un bouleversement sur les marchés dans les 3 mois qui viennent. D'accord. Pas un effondrement. Ce que je veux dire, c'est qu'on rentre peut-être dans une phase transitoire de marché qui peut durer 3-4 mois jusqu'à effectivement acter une baisse de taux. Mais là, je trouve qu'on rentre du côté des États-Unis dans une phase un peu plus incertaine. C'est plus évident en Europe qu'aux États-Unis. Parce que les baisses de taux sont moins certaines aujourd'hui. Je pense qu'il y a
si on était logique, il n'y a pas de raison objective à ce qu'on fasse ce cadeau de baisse des taux aux États-Unis. Oui, une ou deux. Parce que l'inflation est à 2,5 oui, et qu'elle n'est plus à 10. Mais vous oubliez de dire, Elle est plus à 10. Vous oubliez de dire aussi que le pétrole, 90. La Chine, les chiffres chinois ne sont pas si mauvais que ça, donc on pourrait de nouveau avoir une tension sur les matières premières et donc un impact négatif sur l'inflation. Est-ce que je me précipiterais dans ce contexte-là de baisser les taux ? Non, je dirais peut-être gagnons du temps et c'est peut-être ce discours que pourrait adopter la Fed, de gagner peut-être 1, 2, 3 mois en attendant de voir, plutôt que de faire ce qu'ils avaient fait dans les années 80, c'est-à-dire une anticipation de baisse des taux qui avait provoqué une réaccélération de l'inflation. C'est toujours le risque. Et voilà, donc c'est toujours un des risques pour eux. Je pense qu'ils sont plutôt dans un confort, honnêtement. Il n'y a pas de raison d'être... Le moins on en fait, oui. Vu la situation économique, le moins on en fait, le mieux c'est. Et les marchés nous donnent crédit, donc pourquoi réagir ou surréagir sur un ou deux chiffres ? Bon, est-ce que c'est des histoires qui commencent à diverger entre Fed et Banque Centrale Européenne aujourd'hui, Eric, oui, un peu plus que ce qu'on imaginait peut-être. Ouais. Concernant les États-Unis, je partage complètement votre avis. En fait, la Fed parle à l'oreille des marchés et le marché anticipait 7, 6, 5, 3, 2. Et en fait, le marché se tient quand même. Au fur et à mesure, ça se trouve, on n'aura aucune baisse des taux. Et j'aurais tendance à dire... Non seulement le marché se tient, mais le S&P a bouclé un de ses meilleurs trimestres, premier trimestre de son histoire à plus 10, Exactement. Eric. Alors, oui, c'est mieux que tenir. Oui. Mais par rapport à cette réactivité, j'ai tendance à dire... faut pas qu'il se précipite. Jusqu'à maintenant, tout va bien. À chaque fois qu'on repousse cette baisse des taux, le marché continue sa progression ou au moins se maintient. Donc, il n'y a absolument pas... Parce que j'ai peur qu'une fois qu'on se dise, ça y est, on a une baisse des taux, le problème après, c'est est-ce qu'il peut y avoir réaccélération de l'inflation ? Et là, c'est le pire des scénarios, parce qu'en fait... on va commencer à se poser, est-ce qu'on n'aurait pas vu quelque chose qui est... Voilà, en termes d'inflation, il y a la géopolitique, il y a les matières premières, le pétrole. Donc, tant que le marché tient bien comme ça, et que la croissance, il n'y a pas de raison de baisser les taux. Alors, pour les États-Unis, pour l'Europe, c'est un peu l'inverse. Pour l'Europe, il y a vraiment un besoin macroéconomique de baisser les taux. Parce que la croissance le justifie, parce que là, on n'a pas cette croissance-là. Il n'y a pas de dynamique. Voilà. Oui. Et que l'inflation, on ne pourrait pas avoir un retour de l'inflation, sachant que la croissance est atone en Europe et que l'air du temps commence à changer, puisqu'on est en train de se dire, on a peut-être été un peu trop loin dans les déficits budgétaires, et donc, sans parler d'austérité, la tendance n'est plus à la réaccélération de la croissance. Donc là, pour le coup, tout converge pour une baisse des taux. Et là, à l'inverse, si on n'avait pas de baisse des taux assez rapidement, là, le marché, il n'aimerait pas du tout. Alors, autant, je pense que le marché aime bien l'idée aux États-Unis que, voilà, je comprends. Tout va bien comme ça. Ce qui marche, ce qui convient à la situation américaine ne peut pas convenir à la situation européenne. Voilà. Alors, la seule question, c'est est-ce que, Mme Lagarde osera baisser ses taux le 11 avril ? Non, au mois de juin, si la Fed dit il n'y a pas de... Oui, non, mais parce qu'on peut très bien vous dire, oui, mais alors du coup, vous avez l'euro qui se déprécie fortement contre le dollar. Pourquoi ? Si c'est plus de croissance à terme, si ça relance une dynamique de croissance, pourquoi ce serait forcément euro négatif ? Dans un premier temps, ça ne relancerait pas la dynamique de croissance, ça améliorerait la liquidité. D'accord, mais dans les paramètres différentiels de taux, mais aussi la dynamique de croissance. Les changes, ils évoluent à un très court terme avant de jouer les conséquences. Je comprends. J'espère. Si l'euro baisse un peu pour remonter derrière... Tout à fait. Ouais. Et donc la communication la semaine prochaine, puisqu'on va être dans cet entre-deux où on a de plus en plus de cartes pour baisser les taux en Europe, mais visiblement on ne s'est pas mis en situation de pouvoir le faire dès la semaine prochaine, le 11 avril, le meilleur cas, c'est de de dire on ne le fait pas cette fois-ci. Je ne sais pas pour quelle raison, mais juin, c'est bon, premier juré craché, c'est pour juin, la baisse des taux. Auquel cas, les banques, le système bancaire en a besoin. C'est-à-dire que là, on change même les investisseurs. C'est-à-dire que le monétaire devient moins intéressant, parce que l'obligataire, on l'a vu, il est quand même assez instable. Ça change les paramètres pour l'investisseur. Oui. Et aussi pour les banques, et donc pour les marchés financiers. Vos commentaires, Laurent, et puis... Sur cette idée
vous défendez qu'il y a un risque pour la Fed de couper trop tard. C'est toujours la même histoire. Hein. Est-ce que le risque est de couper trop tôt ou de couper les taux trop tard ? Vous êtes plutôt dans le camp de ceux qui pensaient qu'il y a un risque pour la Fed peut-être de couper trop tard. Alors, je suis dans le camp de ceux qui disent aussi que 25 points de base, je suis désolé de revenir sur les propos précédents, de baisse de taux de la BCE en juin, ça ne change rien. Parce que la transmission à l'économie réelle, c'est dans 6 à 9 mois. Et donc, la psychologie de l'investisseur, c'est une chose. Ça va nous donner une certaine satisfaction, ça peut amener un peu de rotation de portefeuille. Mais je suis désolé, du monétaire à 4 ou à 3,75 ou à 3,5, ça reste un concurrent redoutable et je pense aujourd'hui très challengeant. Même au-delà d'une baisse de, même avec une première baisse de taux, pour que le monétaire devienne moins attractif pour un investisseur qui ferait une allocation d'actifs globale, il faudrait peut-être le voir à 2,5 ou autour. Et là, on veut bien reprendre du risque. Mais moi, demain, vous me dites j'investis à 3,5 ou à 4. Sans risque, je pense que les 50 points de base, ils ne changent pas grand-chose à une première baisse de taux en appelle d'autres. Donc c'est le signal que ça envoie. C'est le début d'une séquence. Mais ce n'est pas certain, parce que comme vous avez un cycle des profits qui est en train de redémarrer légèrement en Europe à partir de maintenant, et si on se projette en se disant que ça fait 18 mois qu'on boit, entre guillemets, pas la tasse, mais qu'on souffre, et qu'on se dit que le deuxième semestre 2024 sera meilleur parce qu'on aura des bonnes bases de comparaison sur les volumes, que les prix seront derrière nous et qu'on peut projeter une redynamique de croissance des profits en 2025, c'est un marché où on parlait tout à l'heure de valorisation, 13 fois et demi, 14 fois en fonction de ce qu'on regarde, etc. Moi, en tant qu'investisseur, cet été, une fois que j'ai les H1, je me projette sur les valorisations 2025. Et les valorisations 2024 ne m'intéressent plus ou occasionnellement sur un secteur ou sur une valeur. Donc clairement, je pense que la BCE devrait normalement nous donner ce signal en avril pour juin, mais j'ai quand même vu des chiffres en Allemagne qui ne sont pas encore satisfaisants. Le poids de l'Allemagne, il est important dans la décision. Donc je ne suis pas certain que la BCE puisse, entre guillemets, découpler son message et sa politique monétaire de la réalité de la Fed, qui, elle, a cette chance unique de pouvoir restimuler sa croissance, qui reste très bonne, à un moment où elle pourrait décélérer, parce qu'un peu phase d'attentisme, consommation, investisseurs, corporate, la veille d'une élection, qui est quand même, somme toute, incroyablement importante, parce qu'il y a deux partis, deux visions, deux stratégies, deux politiques qui vont se mettre en place, très opposées. La baisse des taux, vous parliez de M. Trump, ce qu'il nous annonce, c'est quand même bouleversant pour les déficits. Si j'étais gérant obligataire, j'aurais un peu d'incertitude après avoir vécu avec un long fleuve tranquille depuis quelques décennies. Il n'y a pas assez de primes là. Ça peut être compliqué la deuxième partie de la décennie 2020. Donc je me méfierais. Donc aujourd'hui, clairement, je pense que la question, elle est plutôt sur la valorisation des marchés et le cycle des profits. Le message des banques centrales, je pense que globalement, on n'aura pas de grandes surprises. Est-ce qu'elles vont baisser un peu les taux ou un tout petit peu plus ou un petit peu moins ? C'est-à-dire, est-ce qu'on aura 3 ou 2 de la Fed ? Est-ce qu'on aura 2 ou 3 de la BCE ? J'ai envie de dire, ça ne changera pas grand-chose. Et ce n'est pas ça qui va, entre guillemets, bouleverser l'allocation globale des allocataires mondiaux. On peut un peu faire du fine-tuning et du fine-tuning sur quelques classes d'actifs, sur des secteurs, sur des thèmes. Ça peut peut-être redonner un peu le sourire au small mid-cap dont on parle depuis des trimestres et des trimestres. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas en attendre trop des banques centrales en matière de baisse de taux, y compris de la part de la Banque Centrale Européenne, qui ne sera pas en capacité de s'engager sur un nombre de baisses de taux, ou en tout cas sur une guidance post-première baisse de taux. Moi, j'aimerais bien que la BCE mette tout sur la table, elle fasse tapis comme dans d'autres sports, mais j'y crois pas. D'accord. Il n'y a pas de tapis à venir demain de la BCE, la semaine prochaine ou en juin. Je crains malheureusement qu'elle ait toujours cette attitude un peu dovish, un peu conservatrice. Alors on lit de ci et de là, Trichet qui dit quelque chose, le gouverneur de la banque autrichienne qui dit l'opposé. Donc voilà, méfiance, ça reste toujours quelque chose de compliqué de trouver une union. Eric, Frédéric. Je sais pas, mais vous pouvez pas demander aux États vous pouvez pas demander aux États de contrôler leur déficit budgétaire et de chercher absolument des recettes et en même temps de garder les taux d'intérêt. Il y a une question de policy mix. Il y a une question c'est pas possible. Stratégie l'Union politique économique globale. Déclencher des procédures disciplinaires de déficit budgétaire excessif et en même temps sortir des taux d'intérêt aussi élevés lorsqu'on est en croissance zéro. Enfin, c'est...
Pourquoi les marchés sont aussi bienveillants là, sur la question des déficits? Vous avez soulevé le point tout à l'heure, Frédéric, mais que ce soit aux États-Unis ou en Europe, en tout cas pour les pays qui sont endettés au-delà des ratios réglementaires, si je puis dire. Parce que la bourse, c'est pas l'économie. Non, mais là, je parle pas que de la bourse, je parle des marchés de taux. Ah, les marchés de taux. Je parle des marchés, moi. Oui, les marchés, oui, il y a une forme de conciliance. Pourquoi le marché obligataire reste bienveillant à ce stade sur les émissions? On regarde l'ampleur de la demande, je veux dire, c'est monstrueux. La courbe de taux est inversée quand même. Hein. Ouais. Donc on est quand même, mine de rien, dans une phase plutôt récessive quand on a une courbe de taux inversée. Donc je pense qu'effectivement, c'est plus tellement un sujet. On est passé par tellement de phases dans notre histoire que maintenant, les problèmes de déficit, les ratios, les 100% dette sur PIB, c'est même plus un sujet. On a même vu les derniers chiffres du déficit français. Finalement, la dette sur PIB a plutôt baissé à raison de l'inflation. L'effet inflation, bien sûr. Voilà, on a beau avoir pulvérisé nos déficits, la dette a diminué. Le ratio dette sur PIB a baissé. Donc c'est vrai que ça a l'air d'être plus tellement un sujet. Après, vous savez, c'est des sujets qui reviennent. Quand le marché veut baisser, il cherche des prétextes. Et à un moment donné, on trouvera un prétexte. On trouvera un prétexte sur une adjudication qui se passe mal, un truc qui se passe mal. Et on l'a vu par le passé aux États-Unis sur le l'overnight, par exemple, des refinancements, des choses qui pouvaient bloquer. Et c'est pas impossible qu'à un moment donné, on ait ce genre de problème de refinancement sur du court terme et qui provoque tout un cheminement de réactions en chaîne. Ouais. On veut sortir du contexte aussi le problème de l'immobilier aux États-Unis, qui est un problème majeur. La faiblesse de l'immobilier, qui porte le commercial aujourd'hui, c'est vraiment problématique. Pour l'instant, on l'a mis de côté. Je vois très peu de choses à dire là-dessus. Est-ce que quelqu'un sait qui porte le commercial aux États-Unis? Ah bah les banques régionales. Ouais. Oui, non, mais enfin, oui. On a vu ce que ça avait donné par le passé. Oui. Mais on a vu aussi la manière dont la Fed pouvait réagir en 24-48 heures pour au moins compartimenter le début d'un problème. Oui, mais là, on est sur d'autres montants. Honnêtement, si c'est un problème en cascade, c'est d'autres montants. Donc, je trouve qu'effectivement, ça reviendra à un moment donné sur le marché. Pour l'instant, je pense qu'on regarde plutôt le scénario positif, la croissance qui est présente aux États-Unis, l'Europe qui a la manœuvre pour baisser ses taux. Puis après, ça reviendra tout logiquement, notamment si en Europe, le ralentissement est beaucoup plus important. Moi, j'ai un gros problème aussi, c'est l'inflation. On part du principe que l'inflation, effectivement, sur la trajectoire est bonne, mais il y a quand même ce facteur X qui est la Chine aujourd'hui, qui semble vouloir peut-être redémarrer. Et je ne suis pas sûr qu'on soit formaté pour une reprise d'un baril à 100, 110 $. Le consensus sur la Chine risque d'être pris un peu par surprise à la hausse. Oui, et surtout, si vous parliez tout à l'heure de baisse des taux, l'impact sur la parité euro-dollar qui a un impact positif, mais l'inflation apportée par une faiblesse de l'euro, ça peut être considérable. D'autant plus si vous avez derrière des matières premières qui se mettent à flamber. Là, on peut avoir une réaccélération de l'inflation qui peut être relativement importante. Donc, je pense qu'il faut être prudent avec tout ça. Je pense qu'il ne faut pas tracer une ligne droite assez claire. Je pense qu'il y a encore des problèmes qui vont arriver. Ah bah des problèmes, oui, il y en a toujours, Frédéric. Mais en gros, je suis pas négatif sur les marchés. Attention, je pense qu'on va être rentré dans une phase transitoire. Comme l'inflation était transitoire à l'époque, quand elle est arrivée aux États-Unis. Quand on regarde l'inflation des biens, elle fut transitoire, oui. Je confirme. Je confirme. Je pense qu'on ça a duré 2 ans, oui. On va rentrer dans une période transitoire de quelques mois jusqu'à la première baisse de taux aux États-Unis. Et après, il se passe quoi alors ? Après, on repartira dans un cycle normal, mais je pense qu'on est dans un changement de rythme, de paradigme sur le marché, et donc nécessairement, ça va passer par une rotation sectorielle, un mouvement sur les taux qui va s'opérer, une consolidation sur les marchés. Et rotation vers quoi alors du coup? Parce que ce qui monte en Europe et ce qui a fait la surperformance de l'Europe depuis le début de l'année, c'est banques, assurances, auto, industrie, médias. Réflexion sur les banques. Les banques italiennes ou banques espagnoles, c'est pas forcément. Il y a eu des effets quand même géographiques qui étaient relativement importants. Bien sûr. Les banques françaises sont en retard par rapport aux italiennes et aux espagnoles. Voilà, il n'y a pas du tout le même rythme entre les banques françaises et les banques espagnoles ou italiennes. Donc, mais ça reste quand même le meilleur secteur en Europe depuis le début de l'année. Mais c'est aussi une question, est-ce que le marché ne cherche pas à se rassurer avec du rendement quelque part, de la faible valorisation? Parce que si vous regardez le marché européen, ça commence à bloquer sur les valeurs de croissance en Europe.
clairement. Le luxe, ça rebondit pas non plus. Les technologies, le peu de technologies qu'en Europe, c'est pas brillant depuis quelques temps. Donc oui, je pense qu'en Europe, le marché a besoin de se rassurer. Il veut du cash flow, veut du dividende, mais il n'est pas prêt à aller au-delà pour l'instant. Qu'est-ce que vous retirez comme enseignement sur le plan boursier, notamment de ce premier trimestre? Et encore une fois, je le resignale, on a fait le bilan, mais l'Eurostoxx 50 a pas du tout démérité. C'est même un des indices leaders sur le premier trimestre. Il n'y a que le Japon qui fait mieux dans les grands indices des marchés développés. L'Eurostoxx 50 fait mieux que le Nasdaq sur le premier trimestre, avec la banque, l'assurance, l'auto, l'industrie, les médias. Et à l'inverse, les contributeurs négatifs ont été des secteurs très défensifs, comme les télécoms, la santé, ou encore les utilities et l'alimentation ou l'alimentaire. Il y a la réponse dans la question, je crois. Ah non. La réponse, c'est que globalement, le marché... Est-ce que les tendances se prolongent ou est-ce qu'il y a quand même l'idée d'une... Le marché a chassé, j'ai envie de dire, ce qui était sous-valorisé et a voulu prendre un biais un peu plus cyclique en se disant, si les taux baissent, le cycle va redémarrer et donc il faut que j'achète ce cycle des profits à un moment où les valorisations des valeurs de qualité, de croissance et à forte visibilité sont historiquement élevés et pour parler des L'Oréal de ce monde, et je n'ai rien contre L'Oréal, qui est une magnifique entreprise, c'est difficile d'imaginer 15% d'upside tout de suite. À l'inverse, si je joue un petit peu sur mes générations de cash, sur les secteurs que vous avez cités, financières et quelques cycliques de qualité, je ferai attention, peut-être pas toutes les cycliques, clairement, il y a encore des opportunités de 10, 15, 20% à justifier parce que quand on a 5% de dividendes sur les banques au moins, qu'on a des rachats d'actions, qu'on a une rentabilité qui est élevée, qu'on a une réglementation enfin, entre guillemets, qui est plus calme parce qu'on n'a pas mis un nouveau tour de vis, c'est une bonne nouvelle et on peut réinvestir sur les secteurs financiers. Donc aujourd'hui, comment je pilote mon deuxième bat? Donc là, on est toujours dans cette période d'attente entre la fin des Q1, le début la fin des publications Q4 Guidance et les Q1, où pendant un mois, tout le monde se pose la question en se disant qu'est-ce qui peut faire bouger le marché? Et on parle de politique, de géopolitique et de macro, et de banque centrale. Les entreprises, elles vont nous reparler bientôt. C'est la bonne nouvelle. Dans une dizaine de jours, on va commencer à entendre quelques messages. Je ne vois pas aujourd'hui d'éléments annonciateurs négatifs des tendances des publications des entreprises qui, depuis 4, 5, 6 trimestres, nous ont à chaque fois surpris agréablement sur les trajectoires de croissance, sur la résilience des marges, sur la génération de cash, sur les BPA et la valorisation. Et à chaque fois, on a vu qu'on avait une petite réaccélération et qu'on pouvait justifier d'un marché un petit peu plus élevé à chaque fois. Donc très clairement, je pense que le message aujourd'hui, il est toujours... parce qu'on ne peut pas être optimiste et je rejoins les messages, la croissance, elle est quand même molle en Europe, elle n'est pas extraordinaire dans le monde. C'est une stratégie barbell où j'ai donc de barbelés, de protection, un peu de qualité dans mon portefeuille parce que j'en ai besoin, mais je dois prendre aussi de la cyclicité parce que c'est elles qui vont m'offrir potentiellement un peu d'exposition à la hausse, probablement un peu plus d'alpha, donc de générer de la surperformance par rapport à mes marchés. Et donc aujourd'hui, je trouve qu'il est intéressant de se poser des questions sur ces valeurs cycliques. Et tant qu'il n'y a pas de signal contraire, ça reste une tendance, une stratégie à poursuivre. C'est une stratégie à poursuivre et le message risque d'être amplifié, c'est que si les banques centrales sont au rendez-vous de la baisse des taux fin du printemps, début de l'été, clairement, ce mouvement peut continuer. Il ne va pas s'accélérer, mais on voit que la petite légère surperformance des cycliques depuis le début de l'année peut continuer tout au long de l'année. Je comprends. Et les gros secteurs quand même, parce que je cite santé, télécom, utilities, food and beverage, c'est des secteurs où il y a de la qualité, mais ce n'est pas les secteurs qui sont leaders aujourd'hui, loin de là. Il y a à boire et à manger dans chaque secteur. Les télécoms, le problème, c'est qu'on pensait qu'après l'opération en Espagne, il allait se passer d'autres choses, et la Commission européenne, elle dit Orange passe mobile, on ne bouge pas. Les utilities, on se disait les taux, ça va aider, donc les taux, ça va aider, mais le prix de l'électricité a tellement plongé que le prix du power a baissé. Alors malheureusement, pas pour le consommateur, mais sur les marchés spot, ils ont perdu 30, 40, 50% en ligne droite, donc on n'y touche pas. La santé, c'est toujours très compliqué dans un jeu politique avant la veille d'élection américaine. C'est un secteur intéressant. J'ai envie de dire que le problème de la santé, c'est que c'est un secteur qu'on doit acheter pour sa qualité de croissance et pas pour ses vertus de value. Et donc aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'acteurs en Europe sont plutôt des valeurs value. À part Novo, ce qui m'intéresserait, c'est Novo et Astra qui sont de la qualité et de la croissance. Le reste, il faut un peu oublier. Quelles sont les tendances que vous avez envie de prolonger là, à l'issue du premier trimestre? Tout ce qu'on vient de dire se résume simplement, le marché a acheté des baisses, une ou des baisses des taux courts, point. Donc en fait, si on ne l'a pas, on aura un problème sur les taux longs et à se demander si on l'a même une fois,
et que derrière ça va, est-ce que le marché l'a pas déjà, est-ce que c'est pas dans les cours? Voilà. Donc tout ça est logique, c'est-à-dire que dès lors qu'on est d'accord pour une baisse des taux courts ou un cycle des taux courts, c'est ces secteurs qu'il fallait jouer. Alors, du coup, moi je reviens maintenant sur les small. Alors, le mois dernier, j'étais pas parce que, pour une raison simple, c'est qu'il n'y avait pas de flux. Et là, depuis une quinzaine de jours, on s'aperçoit qu'il y a du mouvement et tout ce qui a été délaissé, alors je parle peut-être des small, revient. Il y a un appétit pour le risque, et ce qui est logique. Alors, la dernière fois, ça avait duré un mois. Alors, donc, oui, ça a duré un mois en fin d'année dernière, voilà. Quand le marché s'est mis à courir derrière les baisses de taux. On a eu la même chose. Ouais. Là, on commence à avoir la même chose. Ouais. Donc, je reviens, alors que j'étais reparti le mois dernier. Ouais. Là, je reviens parce que je pense que c'est ça, c'est exactement dans l'humeur des marchés. On joue, ça y est, c'est pas pour mai, c'est pour juin. Et que derrière, alors je suis pas d'accord, je pense que derrière, c'est pas une baisse des taux, on est d'accord, 25 centimes, on s'en fout, c'est pas le sujet. C'est une première. Voilà, c'est-à-dire que là, on entérine, on scelle l'histoire en disant, ça y est, on est dans une baisse des taux. Et pourquoi je dis et on verra, parce que le risque, il est ne pas dire l'erreur de politique monétaire qui fait que derrière, pour une raison X, on a une réaccélération de l'inflation, qui là, pour le coup, le marché serait complètement en porte-à-faux. Donc, il y en a une pour sceller. Donc chaque baisse de taux sera calibrée, réfléchie, pensée, regardée à l'aune des données économiques, mois par mois, meeting par meeting, etc. Le fonctionnement des banques centrales va rester le même après une première baisse de taux. Non, mais d'après mon bien sûr, oui. C'est exactement ce qu'ils disent aujourd'hui. On restera data dependent, petit pas, il n'y aura pas de cycle automatique, etc. Parce que l'inflation qui était excessive a été gagnée. Bon, on disait provisoire, ok, il y a eu un choc d'offre. Bon, voilà, maintenant... il faut juste qu'on s'aperçoit qu'on va se stabiliser en taux d'inflation, mais il peut y avoir des risques qui font qu'on serait pris à contre-pied. Voilà. Comment vous comprenez d'ailleurs la hausse des matières premières, là, le complexe matières premières qui se réveille un peu? Pas juste l'énergie, mais les précieux également. Alors c'est peut-être deux histoires différentes, mais comment... Effectivement, l'or a tout cassé. On voit un phénomène de reprise. Donc je pense que ce qui se passe en Chine n'est pas étranger à ce mouvement, n'est pas étranger aussi la croissance américaine, en tout cas sur les matières premières en général. Et pour l'or, quel est le rationnel là? Alors, c'est très compliqué parce que ça ne réagit pas normalement pour le coup, parce que c'est vrai que l'or, on nous disait que c'était un pare-feu contre l'inflation. Finalement, plus on avait d'inflation, ça ne montait pas énormément, pour moins qu'on puisse dire. On disait... il y avait la concurrence des bons du Trésor, parce que finalement, pourquoi aller sur l'or alors que le bon du Trésor, qui est un actif de refuge, avec un rendement de 5%, voilà, c'est Warren Buffett qui rappelait encore ce genre de... Même Keynes à l'époque sur la relique barbare. Mais bref, pourquoi aller sur l'or? Là, finalement, on a tout qui est en défaveur de l'or. La hausse des taux... les taux réels remontent depuis quelques semaines maintenant. Vous avez de la croissance et l'or monte. Et moi, je trouve que c'est un signal, il faut en tenir compte. C'est peut-être pas anecdotique. Je pense qu'il faut surveiller ça de près. Qu'est-ce que ça nous annonce? Est-ce que c'est pour un enjeu plus géopolitique? Mais je ne veux jamais rentrer là-dedans parce que ça, on se trompe tout le temps. Donc, est-ce que c'est un enjeu géopolitique? Est-ce que c'est la dédollarisation du monde qui est en train de s'opérer par des réserves de change nouvelles par l'or? C'est aussi une possibilité. Mais c'est assez surprenant. On est en train de casser vraiment toutes les résistances. Ça nous emmène même techniquement quasiment à 2008, cette histoire. Donc ça laisse du potentiel d'appréciation. Il y a aussi une partie du monde qui est en forte croissance et qui consomme de l'or, même si c'est marginal dans la consommation d'or. Mais l'Inde, c'est... oui, il y a une utilisation physique de l'or. Utilisation physique de l'or, à la différence du Bitcoin, parce qu'essayer de mettre du Bitcoin autour du cou, c'est compliqué. Mais en tout cas, il y a une utilisation industrielle et de joaillerie de l'or. Voilà, je pense que c'est un message que nous adresse le marché. C'est pour ça que je dis je suis prudent sur du court terme, parce que c'est une petite piqûre de rappel, c'est pas anecdotique ce mouvement, il se passe quelque chose qui peut nous annoncer peut-être une forme de consolidation des marchés, une inquiétude. Je pense qu'il faut surveiller de près. Signal peut-être précurseur de quelque chose. De quelque chose.
je veux vraiment pas. C'est pas un message, les marchés, tout ça, un collapse haute. Mais je pense que c'est peut-être un signal qu'on arrive sur des valorisations peut-être à court terme tendues. Il n'y a plus tellement de potentiel et donc on va, l'investisseur, en termes de diversification, on va penser qu'il y a moins de manque à gagner d'aller sur l'or que de rester investisseur sur les actions. C'est juste un message peut-être plus court-termiste qui dit, voilà, il se passe peut-être quelque chose qui fait qu'on a cette bascule de réserve d'opportunités qui se trouve sur l'or et moins sur les marchés à court terme. Laurent, sur l'or, effectivement, est-ce que vous y voyez un mystère ? D'autant que le dollar reste quand même assez sérieusement ferme aujourd'hui. Pourquoi maintenant ? L'idée de la dédollarisation, c'est déjà un sujet dont on discute beaucoup, peut-être un fantasme, j'en sais rien, mais les achats des banques centrales, tout au long de 2023, je crois que c'était déjà une année record d'achat d'or par les banques centrales, à commencer par les grandes banques centrales émergentes. Pourquoi maintenant ? Alors, n'étant pas certain de la réponse sur l'or, je me suis posé la question sur l'argent. Très bien. Parce que l'argent, il a une finalité, c'est qu'aujourd'hui, l'argent, c'est à peu près 20% de l'utilisation du solaire. Et quand on sait que le solaire, c'était 400 gigawatts d'installés l'année dernière, probablement 500 cette année, on se dit, tiens, il y a une vraie demande finale qui arrive sur l'argent, qui est un composant qui est très important aujourd'hui dans la construction d'un panneau solaire. Métal de la transition énergétique, comme on dit. Voilà, et donc je me suis dit, si je ne suis pas capable de comprendre réellement pourquoi l'or peut monter, qu'est-ce qui se passe sur d'autres métaux ? Et là, j'ai vu que l'argent était excessivement sous-valorisé dans le ratio qu'on fait souvent, spread or-argent. Et il a une finalité, une consommation. Et les stocks ont été nettoyés, ceux qui étaient surabondants depuis 3 ans. Aujourd'hui, on n'a plus de stock. Et je pense que tactiquement, ou pour rigoler, parce que ce n'est pas un investissement cœur, et ma vision, elle est quand même d'être vraiment dans une stratégie cœur de long terme, et pas de capter des mouvements de court terme, parce que j'ai envie de dire, il y a d'autres personnes qui savent faire ça dans d'autres métiers, des traders ou des gens autour de la table. Moi, mon métier, c'est vraiment d'investir à moyen long terme. Je trouve que l'argent peut devenir intéressant sur les quelques mois, parce que là, il se passe quelque chose entre le phénomène économique et la sous-valorisation rapportée aux autres actifs. D'accord. Intéressant, mais vous achetez pas l'idée de moyen long terme sur l'argent, métal de la transition, etc. Voilà, si, d'accord. J'ai une théorie de moyen terme. Mais sur l'argent, quoi. Il peut se passer à court terme quelque chose. Et derrière, j'ai des arguments qui me justifient de rester long sur un horizon moyen long terme. L'actif argent à moyen terme. Sur les matières premières, qu'est-ce que vous comprenez au mois ? Bon, le pétrole, Brent, quasiment $90 aussi. On a vu pire, c'est monté, je sais plus, à 120, 130, etc. Mais c'est plus à 70, quoi. Oui, mais si on considère que la croissance se tient bien aux États-Unis et qu'elle réaccélère un peu en Europe et un peu en Chine, c'est logique. Plus les problèmes géopolitiques qui peuvent justement changer les donnes d'un point de vue prix. Et j'en reviens du coup à l'or. Je pense que la problématique de l'or, c'est les achats des banques centrales. C'est aujourd'hui pour moi, un vrai refuge par rapport quand on ne peut pas faire du bitcoin. Bonne question. C'est quoi l'actif refuge aujourd'hui ? Bonne question. Moi, je pense que vous en avez deux. C'est les bitcoins, les monnaies. Oui, le bitcoin. Oui. Vous accordez le statut d'actif refuge au bitcoin. Oui, je crois. Mais pas pour des financiers, parce que nous, on ne peut pas faire. Mais dans l'absolu, oui. Si vous avez quand même plein d'achats de plus en plus, on peut accéder au bitcoin quand même. La raison, au départ, essentielle, c'est la méfiance vis-à-vis des banques centrales. Et ça, c'est la petite musique qu'on entend aussi dans l'achat d'or. C'est-à-dire que si jamais il y a une erreur de politique monétaire, on voit bien que c'est tout ce que j'ai en compte, c'est un peu touchy. Bien sûr. Voilà, si on l'a, boum. Si c'est la résurgence de l'inflation, si l'inflation n'est pas vraiment maîtrisée, qu'il y a des baisses de taux et que ça remet le feu, etc. Inversement, la situation extrême, c'est si vraiment il y a vraiment, vous avez raison, une baisse de taux importante parce qu'on n'a pas vu quelque chose, ainsi de suite. Vous gagnez sur les deux tableaux en fait. Donc moi pour la première fois, de mon existence, j'ai 6% d'or. Ah oui. Ah oui. Oui. On avait ce débat avec le gérant d'or qu'on a à Montbleu, mais lui, il était très très confiant parce que pour la baisse des taux. Et moi, je suis très très confiant, mais pas pour la baisse des taux. D'accord. Ok. Parce que c'est une sécurité. Et donc, tant mieux. Alors restons sur l'or. Il y a plusieurs raisons pour acheter l'or aujourd'hui. Oui. Ouais, je comprends. Bon. Mais on l'achète c'est sur des ETF ou des produits indiciels c'est toujours le débat, est-ce qu'il vaut mieux de l'or papier, est-ce qu'il vaut mieux de l'or physique éventuellement On a un fonds puisqu'on a Global Gold chez nous. D'accord. On l'achète sur un fonds. Ok. Ça permet. Alors le problème c'est que vous avez les mines d'or, les minières. C'est pas encore transmis parce que vous avez eu l'augmentation des salaires, vous avez eu l'augmentation du prix de l'énergie, ainsi de suite. Et donc c'est pas encore dans les cours des mines d'or, mais donc là en plus vous avez un effet de levier.
parce que si jamais l'or se maintient à un niveau si élevé, voire augmente, vous avez un effet de levier sur les mines d'or qui est vraiment très très fort. Donc restons sur les ETF et les fonds minières aurifères, ça se regarde ou pas, Frédéric? Non, de manière plus globale, des minières, des anglo-américaines, Rio Tinto, à ce prix-là, avec ce rendement-là, si on prend une reprise... C'est très en retard là, par rapport dans au mouvement de hausse qu'on a depuis plusieurs mois. Surtout par rapport au cycle, oui, là il y a un vrai décalage, donc je pense qu'il faut regarder. Puis après l'or, il y a plein de façons de le jouer. Nous, on l'a en physique, on est banque suisse, donc les gens d'or dans les bureaux. On a de l'or. C'est livré avec. Il y a eu beaucoup de fantasmes sur l'or papier, hein, contrairement aux idées reçues. L'or papier est généralement adossé à de l'or physique derrière. Hein. On a entendu beaucoup de l'or sous forme de dérivés et autres. Majoritairement, il est quand même... c'est baqué quand même par du collatéral physique. Et en Suisse, on a une monnaie électronique qui s'appelle le XAU qui permet de négocier de l'or comme une crypto quasiment, qui permet d'échanger, et ça c'est plutôt pratique. L'étalon or, quoi. Un étalon or, exactement. La monnaie or. Sous une monnaie, sous forme de monnaie. Donc ça, c'est assez pratique. Et dans nos gestions, on a généralement effectivement entre 2,5 et 5% systématiquement d'or. D'accord. Et voilà, là, on est plutôt favorable. Là, c'est un peu plus. Enfin, c'est plutôt la fourchette haute, on peut le dire comme ça. Oui, d'accord. Je veux pas. C'est un peu le côté protection, mais oui, là, on est plutôt pas mal. C'est vrai que sur les mines d'or, quand on voit les parcours des Newmont et autres, on a la problématique, en plus environnementale, c'est des entreprises, c'est très compliqué. Avec le flux ESG, on sait que c'est problématique d'investir dans les minières parce que c'est pas très... les procédés sont polluants, oui. Les matières, le prix de l'énergie, l'électricité, même si beaucoup ont d'orifères et de manières ont fait d'énormes efforts, notamment pour le recyclage et l'autonomie énergétique, mais on voit qu'il y a des effets de pression sur les marges malgré la hausse du gold. Bon, on restera sur ce sujet de l'or. Ça fait longtemps qu'on n'a pas autant parlé de l'or, y compris autour de de cette table. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Frédéric Rosier, Mirabeau, qui était avec nous, Laurent Dédier, Autingre, Banque Privée, et Éric Venet, Montbleu Finance. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la transition énergétique et des ressorts boursiers devant nous pour travailler ce thème de la transition énergétique. Bassel Jougarit est à mes côtés en plateau, gérant Action Internationale chez Montpensier Finance. Bonsoir Bassel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous avec un thème qui est évidemment fait partie de la gamme de fonds et des fonds thématiques, des stratégies thématiques de Montpensier Finance, M Climate Solutions, je le rappelle. Mais je voulais profiter de votre expertise sur les actions mondiales, justement, Bassel. On l'a vu, on sort du premier trimestre. Le MSCI World est au plus haut historique. On a gagné 8% pour les actions mondiales sur l'ensemble du premier trimestre. Qu'est-ce que ça vous inspire? Effectivement, quand vous regardez un peu la décomposition de cette performance, quels sont les enseignements à retirer? Et puis ensuite, quand on se focalise sur le thème transition énergétique, qu'est-ce qui ressort de la performance du premier trimestre? Oui, alors plein de choses. La première, c'est que oui, les actions mondes sont au plus haut. On a eu une année passée qui était très bonne pour les actions mondes aussi. Mais en fait, quand on regarde les indices, ça peut nous donner certaines informations. Ça ne nous donne pas toutes les informations. On a la bande-annonce et puis on a le film. On voit toute l'intrigue. Et en fait, ça ne vous a pas échappé. Les 7 magnifiques, l'année passée, ça a été le gros de la performance des indices boursiers. Si on regarde cette année, les 7 magnifiques, il y en a 5 qui sont magnifiques et 2 qui ont un peu plus de difficultés, pour des raisons qui leur sont propres. Mais ces entreprises-là tirent cette moyenne vers le haut. Donc ça nous donne une indication plutôt générale sur le fait qu'il y avait des inquiétudes sur l'économie de manière générale. Il y avait ce scénario de hard landing qui semble ne pas se matérialiser. Et donc, clairement, aujourd'hui, le marché est plutôt rassuré. Donc, il y a cette propension à vouloir prendre du risque, mais c'est tiré par certains éléments et pas par l'ensemble de la cote. Ce qui est inquiétant, si on regarde juste la performance absolue, mais ce qui est rassurant, puisque c'est une moyenne, et une moyenne ne va pas tenir compte des écarts, et donc il y a des opportunités à aller saisir. Ouais.
Effectivement, derrière cette logique indicielle, comme vous dites, c'est la bande-annonce. J'aime bien cette idée. Quand on regarde le film un peu plus en détail, justement, le thème de la transition énergétique, comment il se positionne dans cette performance des actions mondiales qu'on a pu observer alors l'an dernier, mais surtout là, à l'issue de ce premier trimestre 2024, Bastien. Alors, de manière assez intéressante, parce qu'on parle tout le temps de transition énergétique et de transition climatique, le segment a un peu de mal en bourse depuis le début de l'année. Si on prend les grands ETF de la thématique, ils sont en retrait assez significatif pour certains sous-segments, comme le solaire par exemple. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est les valorisations. Et aujourd'hui, en fait, si on regarde la valorisation de la thématique climat, elle va être en ligne avec celle des actions monde. D'accord. On va ensuite aller regarder ce qui fait le moteur d'un cours de bourse à long terme, c'est la croissance des bénéfices. Ouais. Et aujourd'hui, si on regarde la croissance d'EBITDA pour la thématique par rapport au marché, il y a un seul autre secteur qui croît un peu plus vite sur les 3 prochaines années, c'est la technologie, qui est en haut. En termes de valo, un peu plus au-dessus que l'indice, quoi. De croissance. Donc, oui, on a d'accord. une valo qui est en ligne avec les actions pour une croissance qui est quasiment équivalente au segment de la technologie. La tech, je suis d'accord. Donc à long terme, c'est intéressant. Et c'est intéressant pourquoi ? Parce que aujourd'hui, dans le 6e cycle de la révolution industrielle, il va y avoir 3 moteurs qui vont être la robotique, l'intelligence artificielle, et ce qui nous intéresse là, c'est la transition climatique. Et, vous le savez aussi bien que moi, l'intelligence artificielle, il faudra de l'électricité. Donc il faudra plus d'énergie et plus d'énergie verte. Ouais. On n'a pas encore, tiens, petite parenthèse sur ce sujet, je me souviens des cris d'orfraie que beaucoup poussaient au moment de l'avènement des cryptoactifs, etc. Il y a eu tout ce débat sur le coût énergétique du mining, etc. etc. Depuis ChatGPT, ça fait un peu plus d'un an maintenant, 1 an et demi, j'ai l'impression que ce débat n'a pas été encore complètement ouvert. Enfin, l'idée de l'informatique accélérée, de la puissance de calcul démultipliée, etc. On m'a dit que le data center pour faire fonctionner ChatGPT, c'était peut-être 30 000 GPU. J'ai pas en tête la consommation, mais j'imagine que c'est beaucoup d'énergie. Et quand tout le monde est sur ChatGPT au même moment le soir sur la planète, c'est sûr que ça doit quand même générer une intensité énergétique très très forte. Enfin, pour l'instant, j'allais dire le thème IA du point de vue des marchés et le thème énergie liée à l'IA est complètement indépendant, ou les deux quand même commencent à se rejoindre? Non, les deux commencent de plus en plus à se rejoindre. Ça a été vrai pour les cryptos parce qu'il y avait eu tout ce débat sur leur consommation énergétique et il y a eu certaines cryptos qui se voulaient moins énergivores. Plus neutres que d'autres, voilà. D'accord. Mais on a aussi ce débat avec l'intelligence artificielle. Mais une des choses que Nvidia va faire de manière assez systématique, c'est en augmentant leur puissance de calcul, ils vont réduire la consommation d'énergie. Et nous, la manière dont on aborde la transition climatique chez Montpensier, c'est de toujours rappeler que l'efficience est aussi importante que la source. À production équivalente, si j'arrive à couper ma consommation de moitié, je règle énormément de solutions. Et ça peut être l'efficience des puces, ça peut être l'efficience des data centers, ça va être du pooling, c'est-à-dire on regroupe plusieurs data centers et les gens s'en servent aux besoins plutôt que d'avoir 5 entreprises qui a chacun son data center. Ça va être l'énergie qui alimente ce data center. Mais ça va être tout ce à quoi ça va servir, puisqu'on ne fait pas de l'intelligence artificielle pour l'intelligence artificielle. Il va y avoir des applications industrielles, et ces applications industrielles peuvent se retrouver sur des robots. Et ces robots, il faut les construire différemment, de manière plus durable et de manière plus efficiente d'un point de vue consommation énergétique. Mais il n'y a pas de doute pour vous que l'intelligence artificielle, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, va être de moins en moins énergivore par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui ou ce qu'elle a été hier? Alors, elle va l'être moins, mais surtout elle est essentielle à la transition climatique. Aujourd'hui, quand vous avez un champ éolien, vous avez besoin d'intelligence artificielle pour aider les éoliennes à se coordonner entre elles. Quand vous avez du solaire, vous avez des systèmes qui s'appellent les trackers, qui vont aider les panneaux à se diriger pour capter le soleil et améliorer les rendements. Ça fonctionne avec de l'intelligence artificielle. Ça fera partie des solutions. Exactement. Ouais. Parmi les autres ressorts boursiers qui permettent aussi peut-être d'exprimer ou de matérialiser de la valeur dans ce thème de la transition énergétique et environnementale, il y a ce qu'on appelle les opérations de M&A, les opérations sur capital. Visiblement, il y a quelques opérations un peu emblématiques, au moins autour d'un acteur allemand là, qui a été signalé il y a 2 semaines maintenant, avec à la manœuvre un des plus gros fonds d'investissement du monde, KKR. Bassel, qu'est-ce qu'on peut dire de cette... Alors, c'est pas encore
l'opération n'est pas bouclée, je crois, mais il y a une proposition, c'est ça, de KKR pour racheter cet acteur allemand qui s'appelle Encavis. Exactement. Il y a une proposition, ça a été accepté par le management, et c'est un point qui est assez intéressant pour la thématique. Si vous prenez les énergéticiens dans le monde, vous avez à peu près un acteur historique dans le monde. Aujourd'hui, vous avez énormément de producteurs d'énergie renouvelable et qui sont indépendants. Donc il est logique de voir au bout d'un moment une certaine consolidation. Maintenant, on a parlé de ce qui se passait boursièrement et de dire que la thématique avait pas forcément toute l'affection des investisseurs qu'elle devrait avoir. Elle a souffert. En tout cas, pour des problématiques de court terme. Si on prend les acteurs du private equity, là, on fait face à des acteurs qui se disent, en fait, oui, le coût de l'énergie baisse peut-être à court terme. Oui, les taux d'intérêt sont volatiles. Mais quand je me projette sur un horizon plus long, il y a du potentiel dans la thématique, l'investissement est attractif et c'est pourquoi ils sont allés investir dans cet actif-là en se disant, en fait, je le sors de la cote et le potentiel est séduisant pour les années à venir. C'est 2,8 milliards, c'est ça, d'euros, je crois, enfin quasiment 3 milliards, c'est ça pour Encavis. Est-ce que c'est une opération qui a rejailli sur l'ensemble du secteur? Est-ce que ça fait parler? Est-ce que ça anime aussi peut-être d'autres opérations ou l'idée d'autres opérations capitalistiques de cet acabit? Ça commence, c'est la première et qui est d'une ampleur qui est assez significative. Mais clairement, si l'opportunité est là, on a d'autres entreprises qui vont être aussi attractives. Et on voit certains acteurs aujourd'hui tenter de faire des opérations comme Neoen. Il n'y a rien d'officiel aujourd'hui, mais dans la presse, aurait filtré qu'ils chercheraient à vendre une partie de leurs actifs en Australie. Et ce qui est intéressant, c'est que le montant qui a circulé est très significatif. On parle d'environ 1 milliard d'euros pour un tiers de leur activité en Australie, ce qui représente à peu près la moitié de l'activité de l'entreprise. D'accord. Donc on parle d'1 milliard pour une valorisation aujourd'hui qui est pas beaucoup plus élevée. Et l'attrait de ça, surtout, c'est que beaucoup de ces acteurs dans le renouvelable ont besoin de lever de l'argent pour financer leur croissance. Si Neoen réussit cette opération, ils sont financés jusqu'en 2028. Et donc n'ont plus besoin de faire appel au marché, ce qui rassure. Ah oui, effectivement. Ce qui enlève une pression énorme sur le cours de bourse et sur l'action Neoen. Bon, des acteurs comme Neoen considèrent que c'est peut-être aujourd'hui le bon moment, justement, peut-être qu'il y a de la demande en face pour ces actifs-là, aujourd'hui. Et il y a des personnes en face qui sont prêtes à se positionner. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ce qu'on a vu avec dans les deux sens, et c'est plutôt généralement un cercle vertueux. Il y a de la demande, il y a des acheteurs en face pour ces actifs. Un autre risque qu'il faut évoquer, même si le 5 novembre peut paraître encore loin, il faut sans doute se préparer au risque Trump. Alors, le risque Trump pour le sujet, le domaine de la transition énergétique, comment est-ce que, à commencer par la transition énergétique qu'essayent de mettre en place les États-Unis aujourd'hui. Comment vous évaluez ce risque Trump sur la base de ce qu'il dit, de ce que son équipe peut dire aujourd'hui? Alors, il y a le bruit. Et on avait vu ces discussions et toutes ces sorties qu'il avait fait, notamment sur le véhicule électrique. Et il y a la campagne. Et puis, il y a le temps présidentiel après, s'il est élu. Et là, l'histoire devient un peu plus compliquée. C'est beaucoup plus simple de dire je ferai un rétropédalage sur le plan Biden, qui est l'Inflation Reduction Act, que de le faire de manière effective. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que pour pouvoir complètement refondre l'Inflation Reduction Act, il doit être élu et avoir une majorité assez significative aux deux chambres. Si on part du principe qu'il réussit à avoir admettons. Ça, voilà. Une fois qu'il a les deux chambres, qui bénéficie de l'IRA? Aujourd'hui, il y a à peu près 50% des bénéficiaires qui sont des États républicains. Il y a 20% de swing states et 30% de démocrates. Donc il y a quand même une majorité de personnes qui vont potentiellement voter pour lui. Mais bon, on va faire l'hypothèse, il a été élu, il a les deux chambres, il va devoir faire admettre aux États républicains qu'en fait vous allez détruire de l'emploi chez vous, parce qu'en fait on a toujours une dent contre Joe Biden. Pas sûr que ça passe. Pas sûr que ça passe. Et l'autre point, c'est que quand vous regardez la philosophie de l'IRA, c'est quoi? C'est tout ce que Trump aime. C'est protectionniste, c'est nationaliste. Vous donnez la prime à la production locale et potentiellement aux acteurs locaux. Donc, c'est exactement tout ce qu'il fait dans les autres industries.
Au-delà du discours, il aura du mal à revenir sur ce genre de stratégie, on peut le dire, mise en place par son prédécesseur. D'autant que leur philosophie est complètement en ligne avec ce qu'il a fait. Et si on regarde l'histoire, c'est un peu le sens de l'histoire, certes, mais il y a eu plus de renouvelables installés sous Trump que sous Obama. Et sous l'ère de Donald Trump, il y a eu quand même un renouvellement et on a prolongé toutes les subventions renouvelables. De manière très symbolique, je me souviens, parce qu'on en avait parlé, c'est sous Trump que ExxonMobil a quitté, je crois, l'indice Dow Jones. Et c'était quand même une des valeurs historiques et emblématiques du Dow Jones. Merci beaucoup, Bassel. Merci d'être venu nous éclairer sur ces ressorts boursiers pour le thème de la transition énergétique. Bassel Chougari, gérant Action Internationale chez Montpensier Finance. C'était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.